Il est allongé sur le sol du palais, trempé de sang, à peine conscient. Et là, une silhouette masquée surgit de nulle part, neutralise les assassins et s'approche de lui. Elle vérifie son pouls, puis elle repart. Mais alors qu'elle s'en va, quelque chose tombe de sa veste. Le garçon tend la main, la dernière force qui lui reste, et attrape ce qui est tombé. C'est une carte de police, au nom d'une lieutenante, Young Tae-eul. La date d'émission sur la carte, 11 novembre 2019, 25 ans plus tard. Ce garçon va grandir. Il va devenir roi. Et pendant 25 ans, il va porter cette carte partout avec lui, en attendant le jour où il la rencontrera enfin. Dans cette histoire, il y a deux Corées. Et elles ne se ressemblent en rien. La première, tu la connais. Séoul, la K-pop, la démocratie, une péninsule divisée. C'est la République de Corée. C'est notre monde. Celui où la lieutenante Young Tae-eul travaille comme détective. L'autre Corée, c'est une autre histoire. Dans ce monde, l'histoire a pris un autre chemin. L'invasion Hyundai-King a été repoussée. Le pays n'a jamais été divisé. Et au lieu d'un président, il y a un roi. Ce monde s'appelle le Royaume de Corée. Avec un C, sa capitale, c'est Busan. Il a un palais, une cour royale. Et en 2019, son roi est un homme dans la vingtaine. Mathématicien brillant, rameur de compétition, propriétaire d'un étalon nommé Maximus, et porteur depuis l'enfance d'une carte de police qui appartient à une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Son nom, c'est Lee-gon. Et son histoire commence avec un meurtre. Hiver 1994. Royaume de Corée. Le roi Lee-ho place une flûte de bambou sacrée, la Manpasik Jeok, dans une vitrine verrouillée. Selon une légende ancienne, cette flûte possède un pouvoir extraordinaire. Elle peut arrêter les tempêtes, mettre fin aux sécheresses, apporter la paix. Le roi ne l'a jamais testée. Il sait juste qu'elle est réelle et qu'elle doit être protégée. Il n'aura pas l'occasion d'en faire davantage. Cette même nuit, un homme nommé Lee-lim traverse le palais avec des hommes armés, tuant les gardes royaux sur son passage. Lee-lim est le demi-frère du roi. Le sang royal coule dans ses veines, mais il est né d'une concubine, donc jamais en ligne pour le trône. Il a passé toute sa vie à regarder son demi-frère régner sur un royaume qu'il croit être le sien. Ce soir, il en a assez de regarder. Il entre dans le Cheonjongo et plante son épée dans le roi Lee-ho sans hésiter. Il prend la Manpasik Jeok. Et c'est à ce moment-là que le fils du roi, 8 ans, entre dans la pièce. Le jeune Lee-gon court vers son père. Il le secoue, essaie de le réveiller. Ses pieds trempent dans le sang. Quand Lee-lim se dresse au-dessus de lui et le raille, « T'es orphelin maintenant », le gamin ne recule pas. Il attrape l'épée cérémonielle des 4 tigres, qui fait 2 fois sa taille, et la lève sur Lee-lim. Il ne le blesse pas gravement. Mais dans la lutte, il fait quelque chose qui change tout. Il tranche la Manpasik Jeok en 2. En cet instant, 2 choses se produisent. Lee-lim reçoit une entaille sur la main. Et la flûte, maintenant brisée, maintenant imprégnée du sang de Lee-gon, divise son pouvoir en 2. Lee-lim attrape une moitié et prend la fuite. Le jeune Lee-gon serre l'autre moitié dans sa main. Lee-lim s'échappe dans une forêt de bambous près du palais. Il tient la flûte brisée dans sa main ensanglantée. Les arbres frémissent. Un portail étrange s'ouvre entre eux, 2 grands obélisques de pierre encadrant une porte de lumière. Lee-lim la traverse et disparaît. Il débouche sur une route en République de Corée, 1994. Un monde entièrement différent. Et c'est là la découverte qui va définir les 25 prochaines années de sa vie. La Manpasik Jeok ne contenait pas que la paix. Elle tenait la porte entre les mondes. Un monde existe de l'autre côté de la forêt de bambous. Un monde parallèle où l'histoire a bifurqué il y a des siècles. Où il a un sosie, une version handicapée et impuissante de lui-même, assis dans un fauteuil roulant dans une petite maison. Lee-lim tue son sosie immédiatement. Il comprend que la flûte brisée lui donne accès entre les mondes. Et voilà l'autre chose. L'espace entre les 2 mondes, ce corridor de lumière entre les obélisques, existe en dehors du temps. Le temps y passe à peine. Si Lee-lim y reste assez longtemps, il ne vieillit pas. Il a trouvé son raccourci vers l'immortalité. Lee-gon a grandi. Il est le roi du royaume de Corée, entouré de gens qu'il aime, le protègent et s'inquiètent en silence pour lui. Sa dame de cour, Lady No, cache des talismans porte-bonheur dans sa chambre. Son garde royal et ami le plus proche, Jo-young, le suit partout avec l'intensité de quelqu'un qui a décidé que la vie du roi vaut plus que la sienne. Et Lee-gon lui-même, brillant, maîtrisé, portant un deuil dont il ne parle jamais, passe son temps libre à ramer, à lire Alice au pays des merveilles
et à couvrir chaque mur de son bureau privé de calcul. Mais il porte toujours 2 choses sur lui. La moitié d'une flûte de bambou brisée, cachée dans son cravache, et une carte de police au nom d'une femme qui n'existe pas dans son monde. Lieutenant Young Tae-eul. Date de naissance, 27 mai 1990. Émise le 11 novembre 2019. Il attend cette date depuis 25 ans. Un jour, en suivant une silhouette déguisée en lapin à travers une forêt de bambou, un détail qui importe moins qu'il n'y paraît, Lee-gon entend le son de la flûte. Les obélisques apparaissent. Le portail s'ouvre. Il fait traverser Maximus. Il débouche sur une rue animée de Séoul, République de Corée. Il passe devant une affiche publicitaire qui représente une reine, pas un roi. Il voit des commerces, des bus, des gens habillés comme chez lui, mais tout est légèrement décalé. Pas d'armoirie royale, pas de palais à Busan, un président, pas un monarque. Il arrête Maximus au milieu d'une place publique. Et une femme se dirige vers lui à grands pas. Elle est en civil, les cheveux en queue de cheval décoiffés, badge de police en main. Elle lui demande de descendre de cheval. Elle est agacée. Elle n'a aucune idée de qui il est. Lui, il a attendu 25 ans ce moment. Et elle le regarde comme s'il était une infraction de stationnement. Lee-gon descend de cheval. Il sort sa carte de police, celle qu'elle n'a pas encore émise, et la tient à côté de son visage. Il lui dit qu'il l'a enfin rencontré, lieutenant Young Tae-eul. Puis, il la prend dans ses bras. Elle l'arrête. Young Tae-eul est détective. Elle est douée, physiquement redoutable, sarcastique, et elle a zéro patience pour les gens qui refusent de montrer leurs papiers. Lee-gon lui dit qu'il est le roi d'une version parallèle de la Corée, appelée le Royaume de Corée, qu'il a traversé des dimensions via un portail dans une forêt de bambou, et que sa carte de police s'est retrouvée dans ses mains 25 ans plus tôt, dans un monde qu'elle n'a jamais visité. Elle n'est pas convaincue, mais elle est curieuse. Ses empreintes ne correspondent à rien dans aucune base de données. La monnaie dans son portefeuille est réelle, authentifiée, filigranée, imprimée par une vraie banque, mais d'un pays qui n'existe pas. Et la carte qu'il portait, c'est la sienne. Son nom, sa photo, sa date de naissance. Émise à une date qui n'est pas encore arrivée. Lee-gon reste à Séoul quelques jours. Il vend les boutons en diamant de son manteau pour avoir de l'argent. Il s'installe dans un hôtel de luxe. Il se lie d'amitié avec Jo Eun-sup, le collègue civil et joyeusement chaotique de Tae-eul, qui se trouve avoir exactement le même visage que le garde royal impassible de Lee-gon chez lui. Il mange du poulet frit pour la première fois et le trouve extraordinaire. Il suit Tae-eul partout avec la politesse persistante de quelqu'un qui a attendu 25 ans et n'est pas pressé de repartir. Ce qui finit par la convaincre, ce ne sont pas les grandes déclarations. Ce sont les petits détails qui continuent à coller. La monnaie est réelle, la carte est réelle. Le cheval est une race espagnole rare, sans aucun enregistrement en Corée. Ses empreintes n'existent dans aucune base. Et les boutons de diamant de son manteau ? Le joaillier dit n'avoir jamais vu une taille pareille. Une nuit, Lee-gon l'emmène dans la forêt de bambou. Le portail ne s'ouvre pas parce qu'il est venu sans sa moitié de flûte. Elle lève les yeux au ciel et rentre chez elle. Mais arrive le jour où elle perd sa carte de police. Elle tombe dans une grille sur le trottoir. Elle la déclare volée, en obtient une nouvelle. Et le jour exact où la nouvelle carte arrive, le 11 novembre 2019, Lee-gon apparaît à son portail lors des premières neiges de l'année, l'installe sur Maximus et la fait entrer dans la forêt de bambou. Le portail s'ouvre. Elle ouvre les yeux dans le royaume de Corée. Les gardes royaux les encerclent. Tae-eul regarde Jo Young, le garde royal froid et sérieux de Lee-gon, et reconnaît ce visage. Jo Eun-sup, le visage de son collègue, mais portant une vie entièrement différente. Lee-gon se penche vers elle et lui demande s'il avait raison. Elle se tourne vers lui. Il lui révèle son nom, qu'il lui avait demandé de ne pas appeler. Lee-gon, roi du royaume de Corée. Lee-gon emmène Tae-eul au palais, et pendant quelques jours, elle traverse un monde qui est et n'est pas le sien. Elle visite le commissariat de Séoul-Corée et y trouve ses collègues Moon-sik et Shim, en uniformes différents, ne la reconnaissant pas. Elle va chez elle, et une autre famille y vit depuis 30 ans. Elle cherche Lee-gon sur un ordinateur du palais et trouve tout un pays qu'il aime. Elle commence à le croire. Pas parce que la richesse l'impressionne, parce que tout est précisément aussi spécifique que ça doit l'être. Pendant ce temps, en République de Corée, l'homme responsable de tout ça se cache en pleine vue. Lee Lim est en Corée depuis 25 ans.
Il n'a pas pris d'une ride depuis 1994. Il peint. Il dirige une petite opération. Et il a passé 2 décennies à construire un réseau de personnes qui circulent entre les deux mondes, des sosies prenant la place de leur double, des gens assez désespérés pour accepter son offre d'une vie meilleure, en échange d'avoir tué leur alter ego. Parce que c'est ce que Lilim a découvert. La flûte brisée lui permet de passer entre les mondes, mais elle ne lui permet pas de remonter le temps. Il ne peut pas défaire le coup d'état raté. Il ne peut pas se faire roi, mais il peut construire une armée des 2 côtés du portail. Il peut placer ses gens à des postes clés. Il peut attendre. Ce qu'il veut, c'est l'autre moitié de la Manpasik Geok, la moitié de Ligon. Si Lilim possède les 2 morceaux, il contrôle entièrement le portail. Il peut se déplacer librement, ne pas vieillir, et vivre éternellement entre les mondes. Il ne planifie plus un coup d'état. Il planifie quelque chose de plus grand, une existence parallèle en quasi-immortelle, intouchable par toute loi dans l'un ou l'autre monde. Et maintenant, il sait que Ligon a trouvé le chemin vers l'autre côté. De retour dans son monde, Tai-Eul est déjà plus impliquée qu'elle ne le réalise. L'enquête pour meurtre sur laquelle elle travaille est connectée à un homme qui n'existe pas vraiment en Corée. Son identité correspond au sosie de quelqu'un du royaume de Corée. Des enregistrements vocaux sur un téléphone jetable contiennent des bulletins d'information qui référencent des lieux et des personnages du royaume de Corée. Un stade à dôme, le nom d'un prince. Des preuves d'un monde qu'aucun tribunal en Corée n'accepterait jamais. Elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas remonter la chaîne hiérarchique. Elle peut seulement continuer à creuser. Elle implique Ligon. Ils mènent une enquête coopérative, les 2 seules personnes qui comprennent les 2 côtés de ce qui se passe. Elle lui explique ce qu'elle a trouvé. Il lui parle de Lilim. Son propre oncle a simulé sa mort et vit et circule entre les mondes depuis 25 ans. Que chaque fois que l'un d'eux traverse le portail, le temps s'arrête brièvement dans les 2 mondes. Que Lilim envoie des gens de l'autre côté pour remplacer leur sosie et construire une prise de contrôle silencieuse. Et chaque fois que le portail est utilisé, quelque chose d'effrayant se produit. L'arrêt du temps s'allonge. Il se multiplie exponentiellement. Ligon fait les calculs sur un tableau blanc dans son bureau et réalise qu'à terme, si rien n'est fait, le temps s'arrêtera définitivement. Les 2 mondes gelés pour toujours. Le portail détruit les 2 mondes de l'intérieur. Lilim le sait. Il s'en fout. Tant qu'il a la flûte entière avant qu'elle s'effondre, il peut vivre dans l'espace entre les 2 éternellement, pendant que les 2 mondes meurent autour de lui. Entre les enquêtes et le danger qui monte, autre chose se passe. Ligon et Tai-Eul tombent amoureux, lentement, comme tombent les choses quand les 2 personnes savent que c'est impossible et le font quand même. Il lui prépare à dîner dans la cuisine du palais parce qu'elle a passé une longue journée dans un monde où rien ne prouvait qu'elle existait. Et il était la seule personne qui savait qu'elle était réelle. Elle mange et lui dit que c'est mauvais. Il sait qu'elle ment. Elle lui achète un téléphone pour la République de Corée, un simple, noir, avec un cheval sur la coque, et enregistre 5 numéros dedans. Les gens qui l'aideront là-bas quoi qu'il arrive. Elle lui dit de ne pas faire de commentaires romantiques pointueux quand elle a faim. Il l'appelle de la boulangerie pour lui dire dans quelle rue il marche, juste parce qu'il l'avait dit. Et ils combattent la tristesse de ça à leur façon. Ils plantent des graines dans le corridor entre les mondes, l'espace impossible entre leurs 2 dimensions, juste pour voir si quelque chose pousse. Elle plante un pot de graines chez elle, des graines rapportées du royaume de Corée, en leur parlant le matin avant le travail. Il porte son élastique à cheveux au poignet pour sentir quelque chose d'elle quand elle n'est pas là. Elle garde sa photo, celle sur le billet de monnaie coréenne, sur son bureau à côté de la photo d'elle déguisée en reine. Il traverse entre les mondes encore et encore. Parfois, il reste dans son monde pendant des jours. Parfois, il retourne en Corée et elle n'a plus de nouvelles pendant des semaines. Elle apprend à attendre. Elle devient bonne à ça. Elle déteste être bonne à ça. Quand Ligon lui dit enfin qu'il l'aime, il le dit à son portail, avec des fleurs, puis lui dit qu'il doit partir. Il le dit comme quelqu'un qui dit quelque chose de vrai, qu'il retenait depuis trop longtemps. Elle le regarde disparaître. Elle reste là, avec les fleurs. Elle pleure. L'une des parties les plus savoureuses de ce drama, c'est ce qui se passe quand les 2 mondes se touchent de manière inattendue. Ligon amène Jo Young, son garde sérieux, létal, complètement dépourvu d'humour, en République de Corée et le fait rester chez Jo Eun-sup, son sosie joyeux et désorganisé. Ils ont le même visage, la même structure osseuse,
et sont diamétralement opposés en tout le reste. Eun-sup pleure quand il est content, argumente sur la nourriture et a 63 rêves en cours de réalisation. Jo-young sort son arme sur Eun-sup dans les 5 premières minutes à 100 per minute et envisage sérieusement la logistique de le décapiter. Ils finissent par devenir quelque chose qui ressemble à des amis. Ou du moins, ils arrêtent de chercher activement à s'éliminer. Pendant ce temps, Tae-eul reconstitue quelque chose de plus sombre. Chaque affaire de meurtre qu'elle suit remonte au même schéma. Quelqu'un en Corée a été remplacé par son sosie coréen. L'original est mort. Le remplaçant vit sa vie, à son poste, avec sa famille, au service de Lilim. Elle trouve une dame de cour au palais qui fait fuiter des informations vers les gens de Lilim. Elle trouve un homme aux écuries royales qui passe des informations. Elle trouve une librairie en Corée, qui est en réalité une base secrète pour le réseau de Lilim. Les fils sont partout. Et puis il y a Shin Jae. Kang Shin Jae est le partenaire de Tae-eul au commissariat. Il est bourru, il lui est farouchement loyal, et il fait des cauchemars récurrents depuis toute sa vie adulte sur un endroit qu'il n'arrive pas à identifier. Un pont, une mer qui part, un écran de télévision montrant un petit garçon qui pleure dans une cour royale étrangère. Ce que Shin Jae ne sait pas, c'est qu'il n'est pas originaire de la République de Corée. Il est né dans le royaume de Corée, amené de l'autre côté enfant par Lilim, qui avait besoin de sa famille comme levier. Il a grandi en Corée avec une famille coréenne, construit une vie coréenne et passé 30 ans à porter le poids de souvenirs qui n'appartenaient pas à son monde. Quand Lee-gon lui dit la vérité, Shin Jae ne veut pas y croire. Mais Lee-gon le regarde et lui explique qu'une chose est certaine. Il est la raison pour laquelle il doit retourner dans son monde, parce qu'il semble que Shin Jae est son sujet. Shin Jae part, mais il revient. Lee-gon comprend que Lilim a vécu à l'intérieur du corridor entre les mondes pendant la majeure partie de 25 ans, ne vieillissant que de quelques heures pour chaque décennie qui passe à l'extérieur. C'est pourquoi il ressemble encore à un homme dans la quarantaine. C'est pourquoi personne en Corée ne peut le trouver. Il n'existe presque plus dans aucun des deux mondes. Lee-gon organise un événement public du Nouvel An. Il fait traverser la foule à Maximus à Bazan, entouré de ses gens, sachant que Lilim observe. Quand il repère la seule silhouette tournant le dos à la parade, il l'interpelle comme traître, s'adressant directement à Lilim. Lilim se retourne, et l'homme qui se tient devant Lee-gon est exactement tel qu'il était la nuit où il a assassiné le père de Lee-gon. Pas un jour de plus. Les hommes de Lilim ont des couteaux sur la gorge des civils. Un coup de feu est tiré. Jo Eun-sup, qui remplace Jo-young, portant l'uniforme de la garde royale, faisant de son mieux, se jette devant Lee-gon et prend la balle. Eun-sup survit parce qu'il portait un gilet pare-balles. Mais le message est clair. Lilim tue le prince Buyong, l'oncle bien-aimé de Lee-gon et second en ligne pour le trône, à main nue. Il laisse la bague du roi sur le doigt du mort comme une provocation. Il envoie un message net. Il est toujours là et ne se cache plus. Puis il fait quelque chose d'encore plus cruel. Il prend Song Jong-hye en otage. Song Jong-hye est la femme qui, en République de Corée, avait le même visage que la mère de Lee-gon. Lilim la garde en vie comme appât. Si Lee-gon vient la chercher, Lilim vient pour Lee-gon. Lee-gon arrive à la porte de Tae-eul avec des fleurs. Il lui dit qu'il a réalisé qu'il ne lui avait jamais offert une seule fleur, c'est pourquoi il a traversé l'univers pour ça. Il lui dit qu'il doit repartir. Quand elle lui demande de rester, il lui demande à la place de lui dire de partir. Il explique qu'il n'a jamais demandé la permission de quoi que ce soit de toute sa vie. Et si elle lui dit de rester, il sera incapable de partir. Elle ne lui dit pas de rester. Elle lui dit de revenir. Elle lui donne 3 règles, quoi qu'il arrive, revenir. Même si la porte se ferme, ouvrir toutes les portes de l'univers et revenir vers elle. Il promet. Boeta. Voilà où l'histoire devient quelque chose de véritablement extraordinaire. Lee-gon a toujours su que quelqu'un l'avait sauvé la nuit du meurtre de son père. La silhouette masquée qui avait tiré sur le plafond d'envers. Qui avait également tiré sur les hommes de Lilim. Celle qui lui avait laissé la carte de Tae-eul dans les mains. Il a toujours cru que c'était quelqu'un de lié à Tae-eul, un proche, un futur collègue. Ce n'était pas ça, c'était lui. La veste noire que Tae-eul lui donne, simple, civile, achetée en République de Corée pour qu'il ne soit pas reconnu, est exactement la veste que portait la silhouette masquée. La technique de tir, la connaissance du plan du palais, la compréhension de qui tirer et où se positionner, seul quelqu'un qui avait vécu dans ce palais et s'y était entraîné pouvait faire ça. C'était toujours lui. Lee-gon et Lilim traversent le portail au même moment,
et la manne Pasik-Jok, brisée, redevient brièvement entière dans le corridor entre les mondes. Pour cet instant-là, la flûte a assez de pouvoir pour ouvrir l'axe temporel et atteindre 1994. Les deux sont tapés là-bas. Lilim retourne en arrière pour prévenir son jeune moi. Son plan ? Dire au Lilim de 1994 de tuer le prince héritier Ligon avant le coup d'État, afin que le futur Lilim qui a échoué n'existe jamais. Son jeune moi le tue immédiatement et prend son parapluie. Le Lilim de 2020, celui que l'histoire a suivi, celui qui a bâti un empire de 25 ans à travers deux mondes, meurt en 1994, tué par son propre passé. Ligon retourne en arrière pour se sauver lui-même. Il entre dans le Cheonjongo la nuit du meurtre. Il tire sur le plafond d'un dôme de verre. Il fait feu sur les hommes de Lilim. Il traverse le sol vers son moi de 8 ans. Il vérifie le pouls du garçon. Il laisse la carte dans la main de l'enfant, et puis il s'en va. Il devient la silhouette masquée. La boucle se referme. Mais il y a un prix. Avec la version 2020 de Lilim morte, sa moitié de flûte se dissout. Et sans flûte entière, Ligon ne peut pas voyager dans le temps, seulement entre les mondes. Il est bloqué en 1994. Il doit attendre. Le corridor entre les mondes compresse le temps. 4 mois à l'intérieur équivalent à 26 ans à l'extérieur. Il passe 4 mois à errer entre les moments. En 1994, il trouve Tae-eul à 5 ans. Elle est dans la cour du centre de taekwondo de sa famille, récupérant une ceinture noire qui avait volé du fil à linge. Il la lui rend. Elle lui demande qui il est. Il dit qu'il vient d'un autre temps. Il lui promet qu'il sera bientôt là et qu'il est en route. Elle lui demande s'il est un kidnappeur. Il rit. En 2016, il trouve Tae-eul à 26 ans dans un restaurant avec Shin-jae, Eun-sup et Nari. Il appelle d'une cabine téléphonique. Il demande à parler à la lieutenante. Elle sort et se retrouve face à face avec un homme dans la même veste qu'elle ne lui donnera pas avant 3 ans. Il l'assure qu'ils se reverront, lui dit où, et lui demande de ne pas être trop froide quand ça arrivera. Elle lui dit qu'il lui semble familier. Il s'en va. Il écrit un message sur la cabine téléphonique avec un marqueur, la date, le 13 avril 2016, et lui demande de l'attendre encore un peu parce qu'il est presque arrivé. En 2019, il retourne à la course d'aviron en Corée. Il trouve Jo-young et lui donne des instructions discrètes pour trouver Song Jong-hye et faire confiance au détective Kang pour l'aider quand il se retrouvera en République de Corée et lui dit de ne pas l'arrêter. Il lui explique qu'il est en route pour la retrouver et que s'il rate le moment d'une seule seconde, il ne pourra pas y arriver. Il gagne la course, il traverse le portail, il trouve Tae-eul dans une rue de Séoul. Mais cette fois, dans la version des événements façonnés par tout ce qu'il a fait, Tae-eul avance en premier. Elle le prend dans ses bras avant qu'il puisse parler. Parce qu'elle se souvient de l'homme de la cabine téléphonique. Elle reconnaît la veste. Il a l'air complètement surpris. Elle recule et le regarde. Elle lui rappelle qu'il avait dit qu'ils se retrouveraient à Gwangwamun et qu'il lui avait demandé d'être un peu plus aimable. Il sourit. Quand Ligon revient finalement au présent, avril 2020, tout converge. Lilim est toujours vivant. Pas la version 2020 tuée en 1994. La version 1994 qui a tué son futur moi et continué. Il a construit son réseau pendant 25 ans dans la nouvelle chronologie, exactement comme avant. Mais il sait maintenant que Ligon était la silhouette masquée. Il sait que Ligon peut voyager dans le temps. Il est prêt. Il empoisonne Ligon dans une chambre d'hôtel en utilisant Luna, le sosie de Tae-eul, une femme en phase terminale recrutée avec la promesse d'une vie nouvelle. Ligon survit. Jo le sauve. Lilim étrangle la petite fille du prince Buyong via un meurtre par procuration, éliminant la suivante dans la ligne de succession. Il garde Song Jong-hye en vie comme levier. Et ensuite, Ligon met les 3 parties du plan en motion simultanément. Tae-eul prend Lilim en garde à vue et l'escorte à travers le portail entre les mondes, tenant sa moitié de la flûte. Jo-young et Shin-jae capturent Lilim en République de Corée quand le temps s'arrête, blessé à la jambe par Jo, arrêté par Shin-jae. Et Ligon retourne en 1994 une dernière fois. Cette fois avec Jo-young. Jo-young protège le jeune Ligon de son corps, prenant 2 balles dans la poitrine. Il continue à tirer. Ligon pourchasse Lilim à travers le palais jusqu'à la forêt de bambous. Il le trouve aux obélisques, la porte de l'éternité et de l'infini, qui s'embrase comme Ligon n'en a jamais vu. Lilim veut qu'ils traversent tous les deux et revendiquent l'immortalité.
Ligon lui dit qu'il n'a pas besoin de l'éternité. Il exécute Lilim avec l'épée des 4 tigres, récitant l'inscription sur la lame. Un sage ému pour vaincre le mal des montagnes et des cours d'eau et manie l'épée avec une pensée profonde pour remettre les choses en ordre. Dans le corridor entre les mondes, le Lilim du temps présent se dissout. La flûte redevient entière, puis devient quelque chose que l'histoire appelle complète. Elle ne pleure plus, n'est plus brisée, n'ouvre plus des portails qui détruisent le temps. Le Yo-Yo Boy, un enfant mystérieux apparu tout au long de l'histoire à chaque tournant cosmique, se transforme en adulte et se demande s'il doit briser le fil de la mémoire ou le laisser. Il le laisse. Les souvenirs survivent. Un an passe. Tae-eul vit dans un monde où Ligon n'existe pas officiellement. Shin-jae non plus. La chronologie a changé. Et le Shin-jae qu'elle connaissait est retourné en Corée sous le nom de Kang Heon-min, vivant la vie qu'il était censé avoir. Elle va au travail. Elle résout des affaires. Elle arrose les graines dans le pot sur son rebord de fenêtre et les regarde germer. Elle garde sa photo sur son bureau. Elle croise le sosie de Ligon, Lee Ji-eun, un soldat en République de Corée, dans la rue un jour. Il passe devant elle sans la reconnaître. Elle tombe à genoux sur le trottoir et pleure. Il avait promis de revenir. Il ouvre toutes les portes de l'univers. Il trouve d'abord ses sosies dans d'autres mondes. Une policière dans un monde, une soldate dans un autre, une actrice qui pleure quand il ne veut pas lui donner les fleurs. Une femme, nommée Hyo-jin, dont la mère est vivante, Ligon sourit à travers la vitre et lui dit qu'il est content pour elle. Aucune d'elles n'est sa Tae-eul. Et puis, Nari appelle. Elle dit que le père de Tae-eul a acheté un cheval. Un homme est arrivé au centre de Taekwondo avec un cheval blanc et il a l'air d'être sur le point de le vendre. Tae-eul rentre chez elle. Elle sort de sa voiture. Elle le voit. Il lui dit qu'elle ne le reconnaît toujours pas, dans un univers après l'autre. Il lui demande pourquoi elle a l'air de le reconnaître et de se souvenir de tout. Elle tend la main et touche son visage. Elle lui demande ce qui lui a pris si longtemps. Il explique qu'après avoir tué Lilim, il a dû aller chercher Joe. Et puis il a dû trouver son chemin pour revenir, ce qui voulait dire ouvrir toutes les portes de l'univers. Elle l'attire vers elle et l'embrasse. Il lui donne les fleurs. Il lui dit qu'il a réalisé qu'il ne lui avait jamais dit ça, qu'il l'aime profondément. Elle répond qu'elle l'aime aussi, tellement. Dans le monde que Ligon a remis en ordre, les choses sont différentes mais reconnaissables. En Corée, Luna, le sosie de Tae-eul, a grandi dans un foyer chaleureux après avoir été recueillie par la famille de Koo. Elle est devenue policière. Elle et Kang Heon-min travaillent ensemble. Pour son anniversaire, il l'emmène dans une librairie pour choisir un cadeau. La date sur l'enseigne dehors indique le 27 mai 2022, exactement la date que Ligon avait repérée sur un écran de vidéosurveillance et n'avait pas pu expliquer. Jo Young a conservé ses souvenirs. Il est de retour au palais, un peu plus doux qu'avant, parfois surpris dans un couloir à effleurer la main de Songa, l'attaché de presse du palais qui est le pendant exact de Nari, pendant que Lady No tourne au coin. La secrétaire Mo devient Premier ministre. Ligon l'annonce lors d'une cérémonie officielle, et le petit-fils de Mo monte sur l'estrade et lui demande qui il est. Ligon s'accroupit et lui dit qu'il est le roi du royaume de Corée, et que son nom est Ligon. Et Ligon et Tae-eul, ils vivent pour les week-ends. Il la retrouve à la forêt de bambou. Elle apporte un sac à dos. Ils franchissent ensemble la porte de l'éternité et de l'infini et vont quelque part où aucun des deux n'est jamais allé. Parfois, c'est le bon moment et le bon monde. Parfois, ils atterrissent dans un univers parallèle où Ligon est un tyran et ils doivent se cacher derrière un journal. Parfois, ils se retrouvent en temps 1964 devant un cinéma. Parfois, le portail les dépose à l'époque Joseon et elle sort le hanbok qu'elle avait mis dans le sac juste au cas où. Ils vérifient les cabines téléphoniques et les journaux pour savoir où ils sont. Ils en rient. Ils reprennent le chemin du portail, main dans la main, quand il est l'heure de partir. Ils remarquent qu'au lieu de se raccompagner chez eux, ils se raccompagnent jusqu'à l'obélisque. Elle dit qu'elle veut retrouver son arrière-grand-père et lui dire d'acheter un terrain à Apgujeongdong. Il met des feuilles dans la valise au cas où ils atterrissent quelque part d'inattendu. Elle lui dit de chercher son épingle à cheveux. Ils se chamaillent en entrant dans la lumière. Deux Corées, des sosies qui vivent des vies empruntées. Un portail qui coûte un peu plus à l'univers chaque fois qu'il s'ouvre. Et quelque part au milieu de toute cette mythologie, de ses voyages dans le temps et de ses intrigues royales. Un homme qui a porté la carte d'identité d'une fille pendant 25 ans, traversé chaque dimension qui existe,
et est quand même arrivé à son portail avec des fleurs. Il avait promis de revenir. Ça, c'était le roi, l'éternel monarque. Maintenant, ma question pour toi, si tu pouvais traverser dans un monde parallèle pour un seul week-end et que tu devais tout laisser derrière toi, tu y vas? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu veux d'autres récaps complets comme celui-ci, chaque twist, chaque coup de poing émotionnel, chaque scène qui t'a dévasté, abonne-toi. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter.